Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le pape François a reçu en audience le président fédéral d'Allemagne avec au cœur des discussions la question des migrants. Alors que la Société Saint-Vincent-de-Paul a lancé une grande campagne de recrutement, nous vous proposons un reportage sur l'action d'un jeune bénévole engagé depuis 3 ans. Et enfin, retour dans cette édition sur l'installation de la communauté des Sœurs Clarisse au sanctuaire de Sainte-Julienne de Cornillon en Belgique. Dans notre dossier, nous accueillerons Dominique Potier, député Nouvelle Gauche de Meurthe-et-Moselle, mais aussi président d'Esprit Civique, un cercle politique d'inspiration personnaliste entre l'actualité du jour, les mouvements sociaux, les orientations du gouvernement et l'université d'automne d'Esprit Civique. Il nous dira ses convictions. Le pape François a rencontré hier le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Au centre des discussions, la question des migrations et la promotion d'une culture d'accueil et de solidarité. Une promotion possible avec les organisations religieuses, tant cette question divise les sociétés, a déclaré le président allemand quelques heures plus tard en visite à la communauté Sant'Egidio. La question de l'accueil des réfugiés crispe le pays depuis la montée historique de l'extrême droite et le net recul des partis traditionnels il y a 15 jours lors des élections. Dimanche, la chancelière Angela Merkel a accepté de durcir sa politique d'asile. En accueillant pas plus de 200 000 réfugiés par an. On écoute le père Mayer, cet Allemand est le secrétaire des affaires européennes du Centre social jésuite. La question des réfugiés a été instrumentalisée dans la campagne électorale d'une façon très négative par l'extrême droite. Et je crois que ça, c'est inacceptable. Il reste un fait que l'Allemagne, depuis 2015, a reçu 1,2 million de réfugiés et de migrants. Et ils sont pas tous, mais en grande majorité, à peu près 1 million, est resté en Allemagne. Et le défi de les intégrer dans la société allemande reste. Et là, il y a encore du chemin à faire. Mais il est notable que 10% de la population allemande se sont engagés volontairement dans l'accueil et dans l'intégration des réfugiés. Toujours sur l'accueil des réfugiés, un séminaire s'est tenu hier à Rome pour former des tuteurs à l'accueil des migrants mineurs, une formation assurée par le Bureau international catholique pour l'enfance. Il rappelait lors de son congrès en juin dernier qu'un enfant déplacé a 5 fois moins de chances d'aller à l'école. En 2015, près de 100 000 demandes d'asile ont été déposées par des enfants non accompagnés. L'Institut pour les œuvres des religions, la Banque du Vatican, a ouvert ces derniers jours une action justice devant les tribunaux de Malte, a annoncé ce matin le Saint-Siège. Des personnes ont causé des dommages significatifs à la suite d'investissements auxquels la Banque du Vatican a participé en 2013, a précisé Greg Burke, le porte-parole du Saint-Siège. Il a ajouté que cette action justice démontre la volonté de l'IOR d'assumer ses responsabilités pour les abus du passé. Droit au travail et dignité de l'homme, c'est l'intention de prière du pape François pour ce mois d'octobre. Il appelle au respect et à la sauvegarde des droits pour le monde du travail, mais aussi pour que les chômeurs retrouvent leur place. On l'écoute. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común.
C'est justement sur la question de la dignité au travail que la jeunesse ouvrière chrétienne compte bien interpeller les pouvoirs publics. Le week-end dernier, la JOC a lancé une pétition en ligne faite de 40 revendications pour une meilleure insertion des jeunes dans le monde du travail. On écoute sa présidente. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur la question de l'emploi digne. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir être le porte-voix du cri des privés d'emploi, donc des jeunes chômeurs qui, en fait, aujourd'hui, ne sont pas représentés par la société. Alors, du coup, la pétition va être remise au président de la République, donc Emmanuel Macron, et au président du Parlement européen, M. Tajani, le 2 juin. Enfin, en tout cas au mois de juin. Le but, c'est de pouvoir effectivement toucher le plus de monde. Et les revendications de cette pétition, c'est que chacun ait accès à un emploi digne, donc qu'il ait les moyens de construire librement son avenir, mais aussi la reconnaissance du terme privé d'emploi. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, demandeurs d'emploi ou chômeurs, ça ne correspond pas à la réalité. Enfin, tous les jeunes qu'on rencontre, ils ne sont pas chômeurs ou demandeurs d'emploi par choix, comme on entend trop souvent. En tant que chrétien, on a à s'emparer de cette question-là, parce qu'on est appelé à faire bouger les lignes pour que l'homme et la femme soient au centre. Et ça, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas le dieu argent qui nous domine, mais bien cette humanité à laquelle on doit se mettre au service, et l'économie rentre en jeu. Ce n'est pas une thématique étrangère à l'Église pour moi. C'est vraiment, on est envoyé à ça. Alors que la famille vincentienne s'apprête à fêter à Rome jeudi prochain le 400e anniversaire de son charisme, la Société Saint-Vincent de Paul a lancé une grande campagne de recrutement de bénévoles, une campagne d'affiches, mais aussi une campagne digitale pour relier les générations entre elles. Comme Vanina et Charles, après une dépression, elle s'est isolée jusqu'au jour où elle a rencontré Charles, un jeune bénévole de la Société Saint-Vincent de Paul. Reportage. Vanina vit dans ce petit appartement aux allures de boui-boui depuis plusieurs années. Elle a perdu son compagnon il y a 3 ans. Un moment très douloureux, d'autant qu'elle n'a plus de contact avec sa famille. C'est quelques semaines après cette épreuve qu'elle rencontre Charles, bénévole à Saint-Vincent de Paul. J'étais parti dans la rue en plus pieds nus, j'avais même pas mis mes chaussures et je voulais une cigarette. J'étais en manque de cigarettes, j'avais plus d'argent donc je voulais une cigarette. Donc je demandais poliment aux gens qui passaient s'ils n'avaient pas de cigarette. Et Charles est passé, je le connaissais pas et il m'a dit j'ai pas de cigarette mais j'ai une soupe. Le courant est tout de suite passé entre Vanina, artiste peintre, et Charles, lui-même fils d'artiste. Depuis, le jeune homme l'aide dans ses tâches ménagères et administratives. La relation avec Vanina, c'est une relation très riche. Puis là, dernièrement, c'est vrai qu'une relation qui s'est ouverte aussi parce que des fois, Vanina a besoin d'un petit peu d'aide pour ceci ou cela. Et on a la chance d'avoir... Il y a des personnes qui sont là bien avant moi, mais il y a aussi des personnes qui sont arrivées presque en même temps que moi, mais on ne se rencontrait pas. Et là, finalement, on a réussi à se rencontrer comme un cercle d'amis, ou l'association des amis de Vanina, on peut dire. Et on se téléphone pour savoir quand est-ce qu'il y en a un qui passe ou qui peut lui rendre ce service. Et après, bien sûr, rétrospectivement, on se dit, mais pour ma famille, bon, d'accord, ils ne sont pas à côté de moi, mais un petit coup de fil. Donc ce qui est marrant, c'est que ça vient aussi rééclairer un peu toute votre relation avec vos proches. C'est un chemin de conversion, en fait. Plus de 17 000 bénévoles se sont mis en France au service des plus démunis et des personnes isolées, avec toujours en tête l'adage de Saint-Vincent de Paul. Les pauvres sont nos maîtres. Peut-être l'avez-vous vu en direct sur KTO. Dimanche soir, le début des vêpres orthodoxes célébrés à Notre-Dame de Paris ont été perturbés par un groupe d'agités. C'est la 3e année que cela arrive, ce qui a obligé Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'évêque auxiliaire de Paris, à prendre la parole. Il a qualifié ce groupe de secte. Puisse l'intercession de la Vierge Marie ouvrir un jour le cœur et l'intelligence de ceux qui, manquant de science, manquant de profondeur de foi et abusés par de faux maîtres, pensent être des martyrs de la vérité, alors qu'ils créent des troubles et des divisions dans l'Église, oubliant que le Seigneur, Jésus lui-même, nous a demandé, à nous ses disciples, de chercher toujours davantage l'unité. Alors il s'agit du mouvement de la jeunesse catholique de France, proche de Monseigneur Lefebvre, pour qui l'œcuménisme est contraire à l'enseignement de l'Église, qui a perturbé cette cérémonie. Une grave erreur, comme nous le rappelle le Père Bascoul, vicaire épiscopal pour l'œcuménisme du diocèse de Paris.
ce qui est toujours important pour nous, c'est de nous former. C'est pour effectivement, il y a des arguments qui peuvent parfois nous ébranler dans nos convictions. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce qu'effectivement le dialogue œcuménique, c'est pas ouvrir la porte au relativisme? Non, pas du tout. Le dialogue œcuménique, il a une histoire. Il vient de loin. En fait, les chrétiens n'ont jamais cessé de dialoguer. Ils ont d'abord commencé par polémiquer, justement, entre eux. Mais après, eh bien, s'être ignorés, ils sont rentrés dans de dialogue. Et le dialogue a porté des fruits. Et sur ces fruits-là, eh bien, on ne peut pas revenir. Et donc, il y a des groupes qui s'imaginent qu'on peut revenir à un état rêvé, d'une chrétienté rêvée, qui n'a jamais existé finalement. Un événement historique pour l'église de Liège en Belgique. Dimanche, la communauté des sœurs Clarisse s'est installée à nouveau au monastère de Cornillon. L'ordre avait quitté la ville en 1797 suite à la Révolution et à la suppression des ordres religieux. Et c'est Monseigneur Delville, l'évêque de Liège, qui a présidé la cérémonie d'installation. Pour lui, une grâce pour le diocèse qui montre la vitalité de la vie religieuse. Les sœurs Clarisse vont alors continuer la prière à l'Eucharistie qui se faisait ici depuis l'époque de Sainte Julienne au XIIIe siècle. C'est pour nous une chance formidable. Il y a eu pendant 150 ans des sœurs carmélites. Maintenant, les Clarisses prennent le relais. Et c'est important qu'il y ait une communauté jeune qui montre aussi que dans la vie religieuse, il y a un élan, il y a une actualité, il y a une modernité de la vie religieuse et qui plus est, un rayonnement sur le quartier. Donc, je suis très heureuse. Tout le monde a le cœur en joie et c'est une bénédiction pour la ville de Liège. Pour nous, c'est important qu'elle soit là. Ce sera d'abord un lieu de prière avec elle, partager ces temps de prière, partager ces temps de méditation. Et puis c'est aussi pour nous un lieu où on va pouvoir venir se ressourcer. L'Institut catholique de Paris a officiellement béni et inauguré son nouveau campus. Cela s'est passé la semaine dernière en présence de Monseigneur André XXIII, archevêque de Paris. À sa droite, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Elle a ensuite coupé symboliquement le ruban, suivi de Madame Irina Bokova, la présidente de l'UNESCO, et du nonce apostolique à Paris, Monseigneur Luigi Ventura. Après 2 ans de travaux, les étudiants vont désormais pouvoir étudier dans une structure flambant neuve et ultra-moderne. Découvrez sur KTO cette université du XXIe siècle, ouverte sur le monde, avec l'émission Hors les murs, diffusée vendredi prochain à 20h40. Et puis, ce matin, le programme du voyage du pape en Birmanie puis au Bangladesh a été publié du 26 novembre au 2 décembre. Le Saint-Père rencontrera notamment les autorités politiques de ces 2 pays, leurs évêques, des leaders d'autres confessions et religions. Nous reviendrons bien sûr largement sur toutes ces étapes qui seront à vivre en direct sur KTO. Et puis jeudi soir à Paris, la basilique du Sacré-Cœur sera illuminée en rouge pour interpeller le grand public sur le déclin de la liberté religieuse dans le monde. Une initiative de l'aide à l'Église en détresse, l'AED, qui fête cette année ses 70 ans. On poursuit avec la chronique du Monde. Le Père Bader revient sur l'exposition des chrétiens du Moyen-Orient à l'Institut du monde arabe. Bonjour, les chrétiens d'Orient lisent sur l'exposition organisée sur eux en Occident par l'Institut du monde arabe et disent que c'est une occasion pour rappeler au monde leur valeur historique et la présence effective dans cette partie du monde. Ce qui est exposé actuellement à Paris est des antiquités du 1er siècle. C'est un témoignage pour les chrétiens d'Orient et leur histoire qui va de pair avec l'histoire chrétienne. Les chrétiens qui sont toujours installés dans cet Orient ne sont pas des hôtes ou de nouveaux arrivants. Ils y sont plutôt authentiques. L'exposition offre une occasion pour mettre l'accent sur la valeur de la coexistence qui a caractérisé l'Orient. Cette concordance entre la fondation et l'histoire des religions accompagne ce qu'on appelle aujourd'hui l'harmonie religieuse entre les croyants. Tout ce qu'on vient de dire est bon et important à attirer l'attention aussi à la souffrance et la croix lourde que portent les chrétiens d'Orient,
qu'a forcé un grand nombre d'entre eux à s'en aller sans qu'ils aient même pas le temps d'emporter des bagages. Bref, l'exposition pour nous chrétiens d'Orient est une bonne initiative et un effort culturel respectueux de la part de l'Institut du monde arabe, ayant pour objectif d'exposer des antiquités orientales chrétiennes à Paris. Cependant, le plus important dans cette initiative est d'attirer l'attention sur la vie des chrétiens d'aujourd'hui en Orient, ainsi que son présent et futur, et jeter la lumière sur leur vie et leurs institutions affirme que le plus beau trésor et richesse de l'Orient sont sa diversité et que le resplendissement de ses enfants réside dans le volume de leur contribution au service de leur société qui aspire toujours à des jours de paix et de sécurité. À bientôt dans une autre exposition. Merci Père, il est temps de retrouver notre invité pour notre dossier. Dominique Potier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Nouvelle Gauche de Meurthe et Moselle, largement réélu, on peut le dire, mais aussi le président d'Esprit Civique, un cercle politique d'inspiration personnaliste, héritier du christianisme social. Alors si je vous dis en vrac que les fonctionnaires dans la rue aujourd'hui, les classes moyennes qui se sentent oubliées après la réforme fiscale, ou encore les opposants à la PMA qui ne se sentent pas écoutés, comment est-ce que vous vous situez là-dedans? Quel est votre regard? On est dans un monde en ébullition, c'est ce que vous décrivez, avec des débats qui agitent notre société. Moi, j'ai ressenti ça dès 2012, c'est pas nouveau. En 2012, j'ai été élu député après une vie de père de famille, de paysan, d'engagement associatif, d'engagement dans la vie économique à travers une entreprise coopérative, et puis des responsabilités locales. Et je suis arrivé à l'Assemblée avec cette intuition très forte qu'il fallait fuir l'immédiateté, les mondanités, et d'une certaine partie, pour une part, l'actualité dans ce qu'elle a d'oppressant parfois, et qu'il fallait prendre du recul. Alors je me suis souvenu de ce qu'étaient mes sources, hein, et rapidement on a retissé des liens avec tout un univers associatif, militant, et des partenaires que j'ai trouvés dans l'Assemblée pour constituer ce cercle politique. Ce cercle politique, il visait à dégager un horizon. Nous étions court-termistes et on avait besoin d'un récit humaniste dans ce pays. Et Esprit Civique a contribué, je pense, au cœur de l'Assemblée, à Cluny, pour la 5e fois cette année, à réunir 100, 200 personnes à chaque fois dans des cycles de conférences pour réfléchir à ce que peut être une inspiration pour la vie politique aujourd'hui, avec les sources spirituelles qui sont les nôtres. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces fonctionnaires qui sont dans la rue et qui, il faut le dire, ont besoin d'avoir plus d'argent à la fin du mois? C'est un petit peu ça aussi leur revendication. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Je vais prendre du recul et je vais être peut-être un petit peu provoquant pour les uns, pour le privé et pour le public. Moi, je suis assez favorable en matière de retraite et de droit à un alignement progressif des droits dans notre société. Donc je suis pour une remise à plat. Alors, pas une remise à plat comme elle se fait aujourd'hui dans le Big Bang fiscal qui va favoriser de manière, je trouve, honteuse et indécente les plus privilégiés d'entre nous au moment où il y a des souffrances et des enjeux de puissance publique qui devraient se déployer pour le bien commun. Mais je serais pour une remise à plat en termes de rupture d'inégalité. C'est ça qu'il nous faut inventer dans ce pays. L'université de Cluny était basée sur le thème du partage. Une de nos propositions, c'est celle d'un écart maximum de revenus entre 1 et 12. Personne ne peut, en un mois, avoir produit plus de richesse et de génie et d'effort qu'un autre en 12. C'est une règle très simple qui est fondée sur notre commune humanité. Une société plus égale est une société plus créative. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui cette décomposition, recomposition de la vie politique? Quand on est à votre place, chrétien de gauche, on va où? Alors, on ouvre le propre, je crois, de quelqu'un qui est chrétien et à gauche. J'aime pas l'expression chrétien de gauche parce qu'elle est réductrice, elle nous enferme. Je crois que c'est toujours d'ouvrir les fenêtres et de jamais s'enfermer. J'aimais beaucoup cette formule d'Emmanuel Lafon, que vous connaissez bien, et Emmanuel Lafon qui avait l'expérience d'un engagement radical en Afrique du Sud pour les droits, les libertés dans le cadre de l'apartheid. Et il disait, un chrétien ne peut pas ne pas choisir son camp, mais il sait que son camp n'est pas le lieu du sacré. Donc moi, j'ai un ancrage
philosophique, spirituel. J'ai un engagement contemporain. Il est à gauche, il est pour la justice aujourd'hui. Il est pour la transition écologique, il est pour une solidarité internationale. Je suis très engagé dans ce champ-là. Mais je le fais en regardant à ma gauche et à ma droite, avec tous ceux avec qui on peut constituer des majorités d'idées et à qui on peut faire bouger les lignes. Vous savez, en marche et en plein doute. La gauche, dans sa diversité, se cherche. Le centre est dans l'ambiguïté. Eh bien écoutez, moi je peux faire le pari d'une période fertile, où on peut se rencontrer. On est en train, à l'instant même, de signer un courrier commun de tous horizons pour demander à ce que le devoir de vigilance des multinationales, leur obligation de prévenir les atteintes au travail des enfants, à l'esclavage moderne, aux écocides, au pillage des écosystèmes, devienne un traité de l'ONU. Et bien sur des combats comme ceux-là, je crois qu'on est capable de se rassembler, de s'unir et de se dépasser. Justement, sous la présidence de François Hollande, on a pu constater que les idées que vous portiez n'avaient pas tellement influencé. Comment est-ce que vous comptez faire aujourd'hui face au Vous devriez le savoir sur ce plateau ici, lorsqu'on sème, on ne récolte pas toujours immédiatement. Ce que je sais, c'est que cette graine, peut-être qu'on a plantée au cœur de la vie publique, à gauche et au centre, c'est notre espace politique, elle va pousser, parce qu'elle correspond incroyablement bien aux enjeux de la modernité. Retrouver le sens du commun, avoir comme boussole la dignité humaine, retrouver le sens de l'universel, de la subsidiarité. Tout cet héritage-là, qui est le nôtre, qui a été fécond, la fondation de l'Europe, le mouvement coopératif, la dignité humaine, il a un immense avenir. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, je ne crois pas à la négation de droite-gauche. Je crois au dépassement de la droite et de la gauche autour de projets, encore une fois, qui nous unissent et nous dépassent. C'est le combat que je mène dans l'Assemblée. Il a été plus fécond que vous ne semblez le dire. Le débat sur l'accaparement des terres, qui est un sujet de comment on partage un bien commun pour nourrir la terre et pour lutter contre le changement climatique, c'est un sujet que nous avons porté avec succès. Le devoir de vigilance, c'est la protection du plus faible au bout du monde comme au bout de la rue. C'est la souci du plus fragile. Et puis, dernier combat qu'on a porté avec ATD Quart Monde, qui va bientôt fêter ses 60 ans sur la place de la République, c'est samedi et dimanche. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous le mardi 17 octobre, j'y serai. Dans ces rendez-vous-là, nous célébrerons une conquête sociale à laquelle j'ai contribué, c'est l'expérimentation zéro chômeur de longue durée. Est-ce qu'on peut avoir un bout de société, un bout de territoire où chacun puisse avoir sa place à travers une activité, je crois profondément, au travail comme une œuvre, comme un lieu d'insertion et de dignité humaine. Et la privation du chômage est d'abord une privation de cette dignité-là. Donc nous expérimentons avec ATD Quart Monde, dans le territoire dont je suis député, cette loi d'expérimentation. Alors vous voyez, et je pourrais multiplier d'autres exemples, on a eu une certaine... la lutte contre la marchandisation du don du sang, et je pourrais multiplier les exemples. Les personnes héritières de ce courant se sont retrouvées dans l'Assemblée, elles s'affranchissent des limites habituelles des partis, et je crois qu'elles ont un grand message d'espérance à apporter aujourd'hui. Dominique Pelletier, vous parlez beaucoup de dignité humaine, c'est aussi ce qu'emploient les opposants à la PMA. Comment est-ce que vous vous situez sur cette question ? Je l'ai dit récemment, lors d'une autre interview. Je vais le dire avec une distance, je prendrai position le moment venu et dans l'état des textes, il y a peu de chances que je sois favorable à cette évolution législative. Mais je voudrais prendre un petit peu de champ. Et j'ai milité contre la GPA dans le précédent mandat avec des personnes de tout horizon. Cette affaire d'affiche, par exemple, ce que je voudrais dire, mais justement là on est peut-être un peu dans la superficialité du propos. Moi j'ai eu la chance de connaître Didier Sicard. J'ai eu comme collègue de groupe Alain Claes, qui a travaillé avec, je cherche son prénom, M. Leonetti, Jean Leonetti, qui ensemble ont fait un travail sur la fin de vie, la première loi, et puis cette loi sur l'accompagnement de la fin de la vie. J'en partageais pas tous les attendus, mais j'ai salué la méthode, cette manière civilisée, apaisée, de s'écouter, de considérer que les sources... les religions étaient une source d'inspiration pour la République, que ces traditions et ces sagesses devaient être entendues, que nous devions dialoguer en nous écoutant, en cherchant à comprendre, ah oui, toi tu penses comme ça. Et nous avons trouvé des voies de sagesse. Eh bien, ils doivent s'exprimer, doivent être présents, alors comme députés, pas au nom de leur foi, mais au nom de leur conscience et de leur discernement, bien sûr, mais j'entends de la République. Et je voudrais saluer à cette occasion,
Je suis souvent opposé, j'ai dit, sur la réforme fiscale et sur bien d'autres dispositions aux initiatives du président de la République. Mais je voudrais saluer sa dimension internationale sur l'Europe, son discours à l'ONU et sa position sur la place des religions dans une société contemporaine, dans une démocratie moderne. Ça, je voudrais le saluer et dire que j'espère que les débats sur le début de la vie, le moment de cette extrême fragilité de ce que nous sommes, de la vocation humaine qui est si singulière et qui a un caractère, je le pense, profondément sacré, que ce moment de début de la vie soit traité avec la même sensibilité, la même attention qu'on a su le faire pour la fin de la vie. À la fin, on ne sera peut-être pas d'accord, mais qu'au moins le chemin démocratique que nous empruntions soit celui-ci. C'est ce que je souhaite le plus profondément. Il nous reste très peu de temps. Une dernière question. L'archevêque de Paris préside la messe pour les parlementaires la semaine prochaine à Sainte-Clotilde. Qu'est-ce que vous attendez de l'Église, plus généralement, dans la société ? En quelques mots. Ceux que j'ai découverts à Cluny, on était près de 200. Il y avait une trentaine de jeunes qui sont en quête de sens, en désir d'engagement, pour qui la vie politique n'est pas forcément... ou alors si à droite, ils ont une offre conservatrice, identitaire, sociologique, on la connaît très bien, elle a fait beaucoup de bruit. Voilà. Eh bien, je sens qu'aujourd'hui, il y a une autre musique, une autre source, qui peut, sur les questions sociales, sur les questions de mode d'aile de développement, sur les questions de choix de vie, de style de vie, qui peut s'exprimer, qui peut dire autre chose dans la vie politique. Et j'espère que Esprit civique et l'Église et toute la diversité de l'Église saura offrir à ces jeunes des champs d'engagement qui soient fertiles pour notre société. C'est ce que j'attends de l'Église, c'est qu'elle soit espérante, qu'elle ne soit pas monocolore, qu'elle ne soit pas celle d'une classe sociale, mais qu'elle parle au milieu populaire. Moi, j'ai eu la chance, gamin, d'être élevé dans une église paroissiale, mais également par un mouvement d'éducation populaire, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, qui m'a donné le goût des autres, le goût de l'avenir, le goût de m'engager. Eh bien, j'espère une nouvelle éducation populaire, et j'espère que l'Église peut contribuer à inspirer des vocations humaines au service de la vie publique. Merci beaucoup, Dominique Potier, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.